Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On est mardi après-midi et là je m'installe pour faire une nouvelle vidéo. Eve, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle série que je fais pour vous où je réponds pas à vos questions, mais où je discute de sujets d'actualité divers, point, que vous m'avez envoyé via mon compte Instagram. C'est là que je demande toujours si vous pouvez m'envoyer vos petites questions, vos sujets, et j'y réponds aujourd'hui avec plaisir. Je crois que c'est la 3e vidéo du genre que je fais et j'aime bien ça faire ça avec vous. J'ai des bons commentaires de votre part, donc merci de participer avec moi pour rendre cette série possible. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous joindre à moi en vous abonnant à ma chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les médias sociaux, juste à chercher mon nom et vous allez me trouver. Que penses-tu des chop sandwich? Ça, c'est les fameux sandwichs où toute la garniture est hachée. Il y avait le grinder sandwich qui était viral sur TikTok et sur Instagram, avec du jambon, puis de la laitue, puis haché fin. Mais moi, je trouve ça intéressant, puis j'aime ça la texture. Puis là, il y en a un que je veux absolument essayer, c'est un chop sandwich, mais saumon fumé avec concombre, oignon, saumon, fromage à la crème. C'est tout mis sur une plaque, puis là, tu la haches avec des couteaux, là, puis ça devient comme tout fin. Puis ça devient comme une genre de tartinade, dans le fond, quasiment, avec un peu plus de texture, un peu plus de crunch. Je trouve que ça a l'air super bon. J'aime ça, les sandwichs nouveaux, là. Je suis une fan de sandwich. Ça fait du bien d'avoir de la petite nouveauté. Que penses-tu de la fausse viande? Exemple, Impossible, Beyond Meat, etc. Hey, je vais vous dire quelque chose, j'en ai jamais mangé. J'ai jamais mangé de burgers qui sont des marques de burgers vegan. J'ai mangé des délicieux burgers vegan aux pois chiches, à la betterave. Ça, j'aime ça. On dirait que je suis plus attirée vers une boulette fraîche qui est cuisinée qu'une boulette congelée qui est faite pour imiter la viande. Mais là, je parle d'un point de vue privilégié, pas privilégié, mais je veux dire, moi, j'ai le choix de manger de la vraie viande si je veux, parce que j'ai décidé que dans mon alimentation, il y en avait, puis c'est correct. Donc, moi, si je veux quelque chose qui ressemble à la viande, je mange de la viande. Fait que je trouve ça le fun pour les gens qui sont vegan, tu sais, parce qu'ils voulaient plus tuer des animaux, ou tu sais, n'importe quelle raison est valide, là. Ils ont quand même le droit d'avoir envie de goûter une sensation qu'ils connaissaient avant puis qu'ils appréciaient. J'avoue par contre que j'ai eu un préjugé là-dessus pendant vraiment longtemps. Je me souviens, j'étais allée en Suisse dans le premier restaurant vegan au monde, genre, peut-être pas au monde, mais en tout cas en Europe, ce qui est quand même une grosse partie du monde. Puis il y avait une boucherie vegan, puis j'étais comme, une boucherie, hey, franchement, là, sont-ils obligés de donner des noms de viande aux aliments vegan? Puis tu sais, j'avais vraiment des préjugés par rapport à ça, je trouve, puis que j'ai pu maintenant, parce que j'ai compris des affaires peut-être. Mais c'était quand même nice, il y avait du noix gras qui était fait avec des noix, pour faire comme un foie gras. Il y avait toutes des étals, pareil comme dans une boucherie, mais c'était tout vegan. Puis d'avoir visité ça, puis d'avoir écouté comme les gens qui s'occupaient du commerce m'en parler, j'ai compris des choses que, tu sais, c'est quand même correct de vouloir revivre ce qu'on a vécu quand on a arrêté de manger de la viande. Puis pourquoi ça me dérangerait qu'on appelle une saucisse vegan? C'est correct, c'est pas grave. Le steak de chou-fleur, par contre, là, c'est peut-être pas nécessaire. On peut dire une tranche. Mais tu sais, sinon, si c'est l'apparence de la viande, pourquoi pas donner un petit nom funky pour parler de viande? Donc, je suis d'accord avec ça. C'est le fun que ça existe. Ce qui était le fun au commerce où on est allé, je m'excuse, je me rappelle plus du nom. C'était un nom de famille allemand, genre. Je le retrouverai. Mais c'est ça, ce qui était le fun, c'est qu'on voyait vraiment que tout était bien cuisiné avec des aliments frais et tout ça. Puis Impossible Burger, tout ça, je sais pas, c'est comme il y a beaucoup d'ingrédients là-dedans. Là. Ça a l'air un petit peu comme... Tu sais, mais en même temps, moi j'en mange des aliments qui sont un petit peu avec beaucoup d'ingrédients et tout ça, tu sais, puis qui sont pas vegan. Fait que c'est vraiment une question de choix. Je pense que c'est de l'équilibre avant tout, dans tout. Puis ça peut en faire partie. Là, on m'a demandé beaucoup, que penses-tu de Guillaume le Métivierge et ses déboires? Pour ceux qui ne le savent pas, Guillaume le Métivierge a fait une vidéo qui se voulait drôle, où il déambulait. Je me rappelle même plus qu'est-ce qu'il disait, là, mais il finissait, puis il s'accotait sur un arbre, puis il y avait le mot en N gravé, qui devait déjà être là, ou peut-être qu'il l'a fait lui-même, je le sais pas. C'est vraiment, j'ai pas d'opinion légale là-dessus. Là. Excusez, la machine à glace vient de partir, là, mais ouais, moi j'ai écouté beaucoup de TikTok de gens qui en parlaient, puis qui donnaient leur opinion, puis j'ai pris le temps d'écouter tout le monde, puis honnêtement, j'étais déjà du même opinion qu'eux autres, que je trouve ça vraiment dérangeant. Quand il dit qu'il l'avait pas vu, j'y crois pas vraiment. Tu sais, quand tu publies une vidéo, tu vois ce que tu publies, là, il l'a vu, le mot qui était écrit là. J'ai trouvé ça vraiment maladroit, puis je vais pas dire que quelqu'un est raciste sans le connaître, mais j'ai trouvé que c'était un geste qui était teinté de racisme. Puis ça m'a dérangé de voir autant de monde qui disait « Ah, mais il y a deux côtés à la médaille. » Je sais pas, je trouve qu'il y a un côté à la médaille qui ça dit que c'est un geste raciste.
puis l'autre côté est pire. T'sais, moi, mon autre côté, ce serait pas que non, ça l'était pas. L'autre médaille, ça serait qu'il y ait encore plus, tu sais. Fait que peut-être pas trop s'intéresser à la médaille. En tout cas, il a perdu sa job comme animateur à l'émission Le Chanteur Masqué. Puis c'est plate pour lui, vraiment. Là. Puis c'est la deuxième fois qu'il y a une polémique du genre, hein, parce qu'il y avait eu aussi... C'était-tu des histoires de vaccins, je pense, des trucs pendant la pandémie. Puis il avait perdu son gig avec une compagnie de voitures. Là. Donc, c'est pas la première fois qu'il se met les pieds dans les plats. Je pense que peut-être ce serait une bonne idée de juste moins être dans l'œil du public pendant un certain temps. Mais tu sais, quand t'es comme ça, peut-être que tu penses que tu fais jamais d'erreur. Mais j'ai trouvé que c'était une grave erreur. J'ai pas trouvé ça pertinent, intelligent, puis j'ai vraiment compris les gens qui se sentaient attaqués, même si c'était juste un mot. Tu sais, quand tu vois des gens utiliser un mot qui se sait blessant dans cette utilisation-là, d'une façon complètement désinvolte, ça devrait pas arriver, puis on peut faire mieux. On vient à quelque chose de plus léger. Que penses-tu du café aux champignons? Ça, les adaptogènes, puis tous les cafés de champignons, c'est bien à la mode. J'en ai vu aux États-Unis, ça commençait il y a quelques années, puis là, c'est rendu ici. Il y en avait beaucoup à l'expo Manger Santé Vivre Vert. J'en ai d'ailleurs que je vais sûrement essayer. Ça a l'air qu'il y a beaucoup de bénéfices. Moi, je suis prête à essayer plein de choses. C'est juste qu'il faut faire attention quand on parle de bénéfices. Est-ce que c'est des bénéfices réels ou des placebos? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a un nutriment qui nous aide? Des fois, le placebo, ça peut être utile aussi, par contre, donc on ne sait pas. Mais moi, je suis bien ouverte à essayer plein de choses, puis je me dis pourquoi pas. Que penses-tu de Shein, Temu, etc.? Bon, ça, c'est vraiment du très fast fashion. Mais là, je vais juste mettre un bémol en commençant. Pas un bémol, mais tu sais, juste dire, mais à coup de pas, moi, j'achète quand même beaucoup de vêtements chez H&M, chez Old Navy, chez Cider. Ça aussi, c'est du fast fashion. Des vêtements à ma taille qui ne coûtent pas 200 $ chaque morceau, il n'y en a pas vraiment. Puis souvent, les compagnies qui font du taille plus, c'est pas vraiment mon style. Je trouve que c'est souvent très bohème ou avec des tons de terre, très fluide. C'est super beau sur mes amis, mais moi, je trouve que j'ai l'air d'un personnage du Seigneur des Anneaux là-dedans, donc ça me plaît pas vraiment. Donc, mais je voulais juste le dire avant, moi-même, je suis coupable d'acheter des vêtements dans ce magasin-là. J'essaie d'en acheter moins qu'avant. Avant, à chaque saison, des nouveautés, des nouveautés. Tu sais, ce chandail-là, ça donne de même, là. Le chandail H&M, je l'ai depuis des années, je le porte encore. J'essaie vraiment d'être plus une outfit repeater. Avant, j'essayais de faire attention de ne pas porter les mêmes morceaux trop souvent dans mes vidéos, mais c'est stupide de penser comme ça. Fait, en tout cas, ça, c'était mon intro pour parler de Shein et Temu. Ceux qui ne connaissent pas ça, ce sont des marques chinoises qui font dans le fast fashion, les micro-trends. C'est pas cher, mais les pratiques ont l'air vraiment louches. On a des preuves qu'il y a beaucoup de gens qui sont maltraités dans les usines qui produisent ces produits-là. Mais tu sais, il y en a aussi dans ceux qui produisent mon téléphone, dans ceux qui produisent ma caméra sûrement. Là, on est dans un système capitaliste gravement ancré. Mais, tu sais, mettons, toute chose étant égale par ailleurs, là, comme disait mon prof d'économie, ça reste que je trouve que Temu et Shein, c'est quand même vraiment grave parce que c'est des choses qui n'ont pas une durée de vie. T'sais, si on parle juste du produit en tant que tel, là, puis pas de l'éthique derrière la marque, parce que ça, c'est clairement louche. Mais les produits sont pas bien faits, c'est pas solide, ça dure pas. Tu sais, mes chandails, H&M et Old Navy, quand même, c'est des vêtements qui t'offrent, là, mais moi, j'en ai jamais acheté, Temu puis Shein, mais j'ai vu des articles que des amis ont, puis tu voyais que c'était fait pour porter le temps d'un festival, là. Fait que ça, pas terrible. Puis l'autre affaire aussi, c'est que j'ai vu beaucoup de témoignages sur TikTok d'arnaques avec les cartes de crédit. Donc, si vous décidez, je veux acheter quelque chose sur Temu ou sur Shein, je vous dirais, allez vous acheter une carte de crédit prépayée. N'utilisez pas votre vraie carte de crédit. N'utilisez pas des vraies informations bancaires qui vous sont liées à vous puis à votre argent. Donc, une carte de crédit prépayée, tu sais, quand elle est vide, puis ils ne peuvent pas venir chercher plus d'argent, là. Donc, moi, c'est ma recommandation. Mais ma recommandation principale, c'est de ne pas acheter là. Peut-être, là, mais je ne vais pas vous juger si vous le faites, là. Comme je dis, j'achète moi-même dans des grands manufacturiers qui sont un petit peu douteux parfois, là, mais en tout cas, c'est pas facile tout le temps là, de faire juste la bonne chose, là, mais la réalité, c'est qu'on ne va pas se coudre nos vêtements, tout le monde, puis tout, là. Puis moi, on est tellement mal servis en taille plus, là, ça n'a pas de sens, là. Je trouve souvent les marques, pour mon style, c'est plus ou moins adapté. J'aime beaucoup Woman's, marque québécoise aussi, qui fait quand même jusqu'à 3X, 3 ou 4X, je suis pas certaine. Old Navy, honnêtement, je dis que j'achète là, mais ça fait longtemps que j'achète plus vraiment là. La dernière chose que j'ai acheté, c'est mon manteau d'hiver. Je trouve que les styles sont rendus vraiment madame, là, puis dans le mauvais sens du terme, là, ça fait très
quasiment corporatif, je trouve, même les vêtements relax. J'achète plus tant chez Old Navy, puis ça a monté full les prix en plus. Je trouve des très beaux morceaux sur Cider. Honnêtement, j'ai pas vraiment checké comme c'est qui est derrière cette compagnie-là. C'est peut-être la même compagnie qui fait Shein, puis je le sais pas, là. Mais la qualité est vraiment meilleure en termes de les coutures puis les textiles, là. Fait que ça, j'aime ça. Ils font jusqu'à 4X. Moi, je prends 4X parce que d'habitude, je prends 3X, mais c'est comme une taille trop petite là, dans le Cider. Mais en tout cas, moi, quand je vois des pubs de Temu, je vois souvent des belles affaires. Je suis comme, ah, ça a l'air bon, ça a l'air le fun. Caroline, ah, c'est encore sur Temu. Puis je suis tout le temps déçue parce qu'ils sont bons pour nous cibler avec des articles qui pourraient nous tenter. Hein? Hey, j'ai tellement de pubs, là, puis je les cache tout le temps, puis ils sont tout le temps là. C'est très agressif. Quand c'est arrivé au Canada, j'ai été sollicitée au moins 10 fois par eux autres pour faire du contenu. Ils étaient comme, on va t'envoyer une carte cadeau de 500 $, puis c'est sérieux, j'avais checké comme faut, là, avec LinkedIn, puis tout. 500 $, puis tu fais ce que tu veux, puis tout ça. Puis je veux pas. Hey, imaginez 500 $ de linge Temu. Ça va être beaucoup de morceaux, ça. Tu sais, c'est mieux d'acheter moins de morceaux qu'on aime. Je dis ça, puis j'achète beaucoup de linge, je sais, mais moi, j'en achète moins qu'avant. Ça tourne en rond, mon affaire. Dans le fond, je me sens coupable, moi aussi. Eve, que penses-tu des pubs sur TikTok? Je sais pas quelle pub tu parles. Est-ce que tu parles des pubs ou des spots? Je pense que tu parles des pubs. Ben, ça me dérange pas, là. C'est normal d'avoir des pubs si on va avoir accès gratuitement à des contenus. C'est sûr que moi, je parle en tant que créatrice de contenu qui vit de revenus publicitaires principalement, donc OK. Sauf que je trouve les qualités des pubs sur TikTok sont souvent vraiment mauvaises. C'est pas toujours bon. Puis aux États-Unis, c'est pire parce que là, ils ont le TikTok Store qui est comme une espèce de marketplace où tu peux aller prendre des codes promo puis faire de la pub puis ça te fait des revenus. Fait que là, ça a l'air qu'il y a beaucoup trop de monde qui font ça puis que c'est juste ça le contenu, là, ça doit être vraiment pas le fun. Mais sinon, les revenus sur TikTok, c'est vraiment difficile. Fait que je peux comprendre les gens de faire des sponsors. Moi, j'en fais un petit peu, mais je fais surtout Instagram là, parce que TikTok, on dirait, là, j'aime encore ça, mais c'est tellement tout le temps en train de changer, là, c'est décourageant. Puis en plus, il n'y a aucune façon de monétiser notre contenu. Puis là, je suis en train de me dire, pourquoi je fais des TikTok quand je pourrais faire ça sur YouTube, puis il y aurait de la monétisation, tu sais. Fait que, en tout cas, je suis en train de réévaluer ça. Je vais encore publier sur TikTok, mais peut-être que je vais commencer à faire des petites séries où je vais juste parler ou quelque chose. Là. Mais c'est sûr que je fais des contenus plus détaillés, style des recettes, tout ça, je les mets sur Instagram maintenant. Puis aussi, j'aime pas ça, sortir de ma communauté. Puis c'est la seule façon d'avoir des vues sur TikTok, c'est sortir de sa communauté en devenant viral. Même à ça, quand tu commences à avoir une grosse communauté, il y a beaucoup de monde qui te suivent. Pas nécessairement parce qu'ils t'aiment et te connaissent, c'est parce que tu as eu une vidéo virale ou deux, puis là, ils restent, puis tout ça, puis les commentaires sont souvent désagréables. Ça me tente pas de dealer avec ça. Mais c'est ça, pour revenir à ta question, qu'est-ce que je pense de la pub sur TikTok? Je pense que c'est nécessaire pour qu'une app puisse survivre, d'avoir de la monétisation. Mais j'aimerais ça que ça soit de meilleure qualité. Eve, que penses-tu des futurs parents qui font une grande fête pour un gender reveal? Ça, c'est les fêtes où on annonce, est-ce que c'est un garçon? Est-ce que c'est une fille? Bien, j'ai des opinions diverses là-dessus. Premièrement, c'est une fête qu'on fait plus pour les parents. Parce que je comprends le point de vue de dire, tant que l'enfant n'est pas né, à l'époque où on vit, on sait que juste parce que tu nais avec tel ou tel sexe, ça ne veut pas dire que c'est vraiment le bon registre. Puis peut-être tu vas réaliser dans le fond que tu étais l'autre sexe ou tu étais non-binaire, tout ça, puis c'est normal. Là. Mais tu sais, le bébé, il s'en fout. Le bébé n'est pas là. Le bébé est dans le ventre de sa mère. Il va pas être traumatisé d'un gender reveal. Fait que pour moi, ça, c'est correct. Ça me dérange pas. Par contre, je trouve ça quétaine. Je trouve ça tacky un peu. Les gros parties, là, avec ben des dépenses de ballons, puis de gâteaux avec qui coulent de la couleur. Puis tout. Ah, je trouve tellement que c'est pas nécessaire. Là. Je pense que ça pourrait être plus simple, puis ça serait correct là, pour toi. Pourquoi toujours créer des dépenses autour de chaque événement de la vie? Avec plein d'affaires qui servent juste une fois. Là. Je suis vraiment d'accord avec le fait, le côté que juste parce que tu nais sexe féminin, ça veut pas dire que tu es une femme, puis vous savez ce que je veux dire. Là. Mais c'est quand même la première chose qu'on demande quand quelqu'un est enceinte. Combien de mois? Sais-tu si c'est une fille ou un garçon? Sais-tu le sexe du bébé? C'est vraiment ça. Puis c'est-tu très grave de le demander? Je pense pas, honnêtement. Je comprends les gens qui s'insurgent, qui sont comme, ben là, tu peux pas décider c'est quoi le sexe du bébé avant qu'il le sache lui-même, mais il est pas là, le bébé, là. On fait ça pour les parents, on va se le dire, là. Fait que, à chacun sa croix dans ce sujet-là, je trouve, là. Je vais jamais juger quelqu'un de vouloir faire une petite fête pour en parler, puis tout ça, ça peut être super cute, mais tu sais, lancez-vous pas dans les dépenses. Arrêtons de dépenser de l'argent pour ça. Arrêtons de créer comme une industrie autour de ça. Je trouve ça vraiment comme pas nécessaire. Gardons ça comme une émotion familiale et non
un espèce de showcase pour mettre sur Instagram. Ok, une question intense de la part de mon ami David. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a après la mort? Paradis, rien, réincarnation. Il m'a mis des becs après. Je pense pas souvent à la mort en termes d'après. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que je me rappelle pas de quand j'étais pas au monde. Quand j'étais pas au monde, je savais pas qu'est-ce qui se passait là. Puis j'ai pas un souvenir de, tu sais, une pièce vide, noire, qui se passait rien non plus. C'était ça le feeling. Le feeling, c'est que j'étais pas là. Puis je sais c'est quoi ce feeling-là parce que je savais pas que j'étais là. Pas là, en tout cas. J'ai peur de souffrir dans la vie. Je veux pas mourir d'une mort niaiseuse, tu sais, un accident d'auto ou tu sais, m'empoisonner avec quelque chose de passé date, ça serait vraiment fâcheux. Tu sais, j'aimerais pas ça souffrir aussi, mais ça, c'est le vœu de tout le monde, là. C'est sûr qu'on dit souvent, ah, moi, j'aimerais ça m'endormir, mourir vieille, pas m'en rendre compte, mais je pense même pas à ça non plus. Je pense que la mort, c'est juste un cycle, tu sais, puis on veut pas souffrir personne, mais c'est normal de mourir. On souhaite tous se rendre loin, mais certains d'entre nous vont pas se rendre très loin, puis ça fait partie de la vie, malheureusement. C'est pas toujours facile à accepter, mais c'est ça qui fait qu'il faut en profiter chaque jour. J'ai un de mes amis avec qui j'étais super proche avant, qui est décédé récemment, puis je savais même pas, puis j'étais vraiment triste. C'est un autre ami qui m'en a informé. C'est un gars que j'avais rencontré dans les années 80, fin 80. On était dans la file au Galerie de la Capitale pour acheter des billets pour Dépêche Mode. J'étais avec deux de mes amis proches. Puis lui, il était là, il s'appelait Yvan Coulombe. Il était avec son amie Émilie, puis on s'était mis à parler, tu sais, parce qu'on aimait tout Dépêche Mode, les années 80. Là. Puis 89, 90, en tout cas, dans ces années-là. Puis on était devenus amis instantanément. On avait changé de numéro de téléphone. Puis là, il s'était mis à venir chez nous parce que moi, j'avais une maison de party. Là, je vais vous dire, quand j'étais jeune, là, je sais pas si j'ai déjà parlé de ça, mais on était la maison à Loretteville où il y avait tout le temps les parties. Puis c'est ça, fait qu'il s'est mis à se tenir avec ma gang. Il a commencé à sortir avec mon ami Michel. Je pense que c'est son premier chum d'ailleurs. Puis c'est quelqu'un qui est super important dans ma vie, que j'aimais beaucoup, créatif, joyeux, drôle. On est restés proches super longtemps. Puis là, je suis déménagée à Montréal, on s'est perdu de vue. Puis on avait reconnecté il y a quelques années. Il était beaucoup à l'étranger pour son travail. Puis là, il était avec son chum en Estrie. Il avait combattu un cancer. Il avait réussi à combattre le cancer. Puis là, cet été, j'ai su qu'il était décédé d'une crise cardiaque. Donc, je sais pas si c'est lié avec son cancer, mais il avait l'air en pleine forme, là. Fait que c'est là que j'ai fait comme... Ah ouais, tu sais, parce que depuis que j'ai la cinquantaine, je m'en rends plus compte là, du temps qui est derrière, puis du temps qui est en avant, puis que ça se peut que je meure demain comme n'importe qui. Puis ça me motive à vraiment faire des plans pour ma vie qui vont m'amener une vie douce, puis qui est heureuse, puis avec les gens que j'aime, puis faire ce que je veux. Fait que c'est plus ça, je me soucie pas vraiment de ce qu'il y a après, mais plus de qu'est-ce qui est encore à vivre, puis est-ce que je vais le vivre, puis comment je vais le vivre. Ça m'a fait de la peine de ne pas avoir su qu'Yvan était décédé, puis j'aurais aimé ça aller lui rendre un hommage à ses obsèques, mais il était trop tard, il est mort cet été, l'été passé. Mais c'est ça, très jeune, vie très courte, mais il m'a donné beaucoup à moi, fait que j'en profite pour le saluer. Ève, crois-tu que nous sommes plus doux envers soi en vieillissant? Vieillir égale sagesse? Ben, moi, dans mon cas, oui, dans le sens que je me soucie beaucoup moins de ce que les gens pensent de moi. Ça, je dis pas que je m'en soucie pas, mais tu sais, avant, j'avais vraiment comme plus une hyper-conscience de ce que je projetais, d'être plus comme tout le monde, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai comme pogné la mi-quarantaine, j'ai comme... Tu sais quoi, c'est pas grave, c'est moi qui décide, c'est ma vie. Puis je m'écoute beaucoup plus qu'avant, je me fais confiance. Fait que oui, il y a peut-être comme une petite douceur qui s'installe quand on vieillit. C'est sûr que c'est peut-être parce que c'est mon cheminement aussi. Il y a des gens qui vont vieillir puis qui vont se sentir aigris ou délaissés par leurs enfants ou des situations où est-ce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre la vie qu'ils vivaient avant parce qu'ils n'ont pas assez économisé ou la maladie qui vient puis là, qui nous rend vraiment amers. Tu sais, il peut y avoir plein de chemins différents. Mais je pense que le point commun à tout ça, quand on est plus vieux, c'est qu'on se connaît mieux, on se pardonne plus, puis on s'écoute plus, puis on se fait quand même plus confiance que quand on est jeune. Ève, que penses-tu des Français expatriés à Montréal? Oh mon Dieu, je pourrais dire plein de choses là-dessus. Il y a comme une émergence sur TikTok présentement de plein de posts d'expats français qui se plaignent de Montréal. Puis je trouve ça tellement lourd, là. Puis je comprends pas, c'est comme il y a une fille, il y a plusieurs personnes que j'ai vues qui disaient « On mange tellement mal, il n'y a pas de crème fraîche, puis il n'y a pas de lardon. » Ok, la crème fraîche, c'est vrai qu'il n'y en a pas tellement, là. Mais les lardons, il y en a. Des bons fromages, il y en a. Je ne vais pas faire semblant que les fromages français sont pas supérieurs. On s'entend là-dessus. Il y a tellement de sortes.
Mais on peut acheter des fromages français au Québec, là, puis c'est sûr qu'il y en a des très bons québécois aussi. Mais j'ai l'impression que des fois, il y a du monde qui vient vraiment reculons. C'est peut-être les gens qui viennent étudier. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui sont vraiment heureux à Montréal, c'est des gens qui s'intègrent à la culture québécoise, qui sont pas juste dans leur îlot français sur le plateau avec d'autres Français. Parce que c'est sûr que là, c'est mini-France, ça, c'est pas le Québec. Puis si on essaye tout le temps de juste reproduire ce qu'on vivait dans notre pays d'origine, ben on se prive un peu de vivre le nouveau pays qu'on a choisi. Fait que, peut-être s'ouvrir plus là-dessus, mais je connais plein de Français qui sont super bien. J'ai des amis, des voisins français qui sont québécois maintenant, là. Puis, ben, en même temps, t'as pas besoin de devenir québécois, là, mais tu sais, juste, si t'es venu ici, c'est le fun d'apprécier ce qui est ici. Fait que, d'arrêter de chercher tout le temps à vivre la France à travers le Québec, ça aide vraiment beaucoup à aimer le Québec. Je remarquais ça chez Sidley quand je travaillais en agence de publicité. Les collègues qui venaient du bureau de Paris, quand ils venaient à Montréal, c'est vraiment des gens souvent qui étaient en mode découverte puis qui voulaient vivre le Québec puis ils étaient tout le temps super heureux. Je pense que c'est ça le truc. Des fois, il peut y avoir des petits disconnects culturels aussi. Par exemple, je devais faire une recette, je dirais pas c'était quoi, là, parce que je veux pas non plus identifier l'agence. Mais, tu sais, il y avait une recette que je proposais puis la personne était comme « Mais on mange pas ça pour le repas, tel repas. » Je suis comme « Ben, au Québec, oui, on mange ça pour ce repas-là. » Elle était comme vraiment étonnée. Je suis comme, ben c'est correct, tu sais, je vais t'envoyer des articles si tu veux voir au Québec, c'est ça, c'est qui est servi pour cette occasion-là. Puis là, tu dis, ah, ben c'est parfait, tu sais, elle était réceptive, elle s'est éduquée. Mais c'est un peu spécial là, de devoir éduquer quelqu'un sur la culture québécoise au Québec dans ce contexte-là, tu sais. Mais c'est le fun, moi j'aime ça quand toutes les cultures se mélangent puis qu'on apprend plein de choses, il faut juste rester ouvert. Sur TikTok, c'est vraiment lourd, là, c'est comme des fois, ça va tellement loin, là, les reproches au Québec, je suis comme, mais pourquoi t'es venu? Eve, que penses-tu de Wayfair et autres compagnies de meubles pas chers? Moi, j'ai juste acheté une fois sur Wayfair, c'était ma table à café. Puis là, tu vas être endommagée, c'était une table en MDF qui n'a pas coûté cher, mais elle était quand même belle pour le prix que j'ai payé. Puis ça s'était super bien passé, là. C'est juste que je pense qu'il y a peut-être sur Wayfair, il y a beaucoup de copies. Fait que ça, j'aime pas vraiment ça. Il y a beaucoup de meubles qui sont pas de très grande qualité. Par contre, ils ont quand même un bon service clientèle. Là. C'est l'expérience que j'ai vécue. Moi, c'était parfait. Puis j'ai une amie qui commande souvent là, puis elle, c'est toujours correct. Elle a même déjà commandé une grande commode, là, vraiment grande, puis elle avait pu la retourner sans problème. Fait que moi, je trouve ça correct, là. Je connais pas bien la compagnie, donc je sais même pas si c'est éthique, puis tu sais, je sais sûrement pas. Mais tu sais, c'est rendu difficile de se meubler avec de la grosse qualité. Il s'en fait pas beaucoup de la bonne qualité. Je vais vous le dire, moi, j'en ai vendu des meubles quand j'étais aux études. Je travaillais dans des magasins de meubles. Puis c'est tellement plus ce que c'était, même il y a 20 ans, là. On a beaucoup de meubles qui sont faits pour être vendus pas cher, puis que c'est tout, là. Je trouve que chez Ikea, il y a encore de la qualité, il y a encore des bons prix. D'ailleurs, Ikea, ils ont baissé les prix sur plein d'articles, hein, pour essayer d'aider l'économie. Je trouve ça vraiment génial. Ça, c'est une compagnie que j'aime beaucoup parce que ils font des promesses, mais ils les tiennent pour vrai. Ils ont promis aussi de réduire beaucoup les émissions de carbone, puis ils ont un vrai plan sur un nombre d'années. Puis, c'est pas juste on voudrait faire ça, puis de la publicité, c'est vraiment... Ils ont des projets avec des dates de tombée, puis ils travaillent dessus. Ça, j'aime vraiment ça. Personnellement, moi, pour les meubles, j'essaie d'acheter des meubles de qualité. J'achète du vintage. J'essaie aussi d'acheter les meubles de la personne qui les a imaginés. J'achète pas vraiment des copies par exprès. J'ai une chaise berçante Eames dans mon salon. C'est une vraie. On peut trouver le même genre de modèle chez Structube, mais c'est une copie. Mais le prix va être... ça va être, mettons, le prix chez Structube, ça va être 100$. Mais la vraie version va être 900$. T'sais. Mais la différence, c'est que ma chaise Eames, je l'ai achetée en 2008, je l'ai payée 450$, puis elle vaut 900$ maintenant. Mais si j'avais acheté sa copie en 2008 à 100$, elle vaudrait 25$ maintenant. Vous comprenez? C'est que ces meubles-là, ils prennent la valeur. Donc, je pense que ça peut être pas nécessairement un investissement, mais tu sais, on ne perd pas d'argent en achetant ça. Même chose pour ma table Saarinen en arrière. C'est une vraie de Knowles, qui est une marque de meubles de design, puis elle a pris de la valeur aussi. Si je la revendais, j'aurais pas perdu d'argent, j'en aurais même fait un peu. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour certains items. Et c'est ça, mon Wayfair, j'ai eu une expérience positive. Eve, qu'est-ce que tu penses des gens qui prennent une année sabbatique ou juste un long congé? J'ai trouvé ça drôle que quelqu'un me demande ça parce que j'y pensais récemment. Je me disais... j'ai toujours eu des problèmes de mobilité, tu sais, des trucs qui allaient moins bien que ma santé, puis là, qui allaient mieux, tout ça. Puis je me suis dit, avant d'être vraiment vieille, je devrais prendre une année, puis juste faire du bucket list, là, juste faire des choses qui me tentent, passer plus de temps avec mes parents pendant que j'ai encore la chance, tu sais, ces choses-là.
Mais pour ça, il faudrait que je mette de côté vraiment 1 an de dépenses, puis avoir la possibilité de recommencer à travailler quand je reviens de ça. Fait qu'1 an, je trouve ça long. Fait que peut-être que je le ferais, mais le temps d'un été, j'y pensais pour cet été, honnêtement, là, mais pas de tout arrêter, mais faire juste mes projets à moi, puis voyager plus, puis aller passer du temps à Québec, tout ça. Fait que j'y pense quand même, mais moi je trouve que c'est 5 si on peut se le permettre, là. C'est vraiment un privilège, là. Tu sais, il y a bien du monde qui ne peuvent même pas prendre de vacances 2 semaines, là. Fait qu'imagine 1 an. Mais tu sais, c'est ça, ça revient tout à l'idée de la culture du travail, là. On passe toutes nos meilleures années à travailler, puis là on arrive au bout, puis là on a un corps plus vieux, moins mobile, on a peut-être plus d'argent, mais on a moins d'énergie. Fait que c'est quand même plate, fait que c'est bien de... Si on a l'occasion d'en profiter. Fait que moi, j'encourage les gens qui peuvent à le faire. Puis moi, je pense de m'organiser ça, d'essayer d'avoir, peut-être pas l'été, peut-être plus à l'automne, parce qu'il fait chaud. J'aimerais peut-être ça y aller quand c'est plus tempéré, faire 2-3 voyages en Europe, là, pour pas prendre l'avion 4 fois, là, essayer d'être un peu plus écologique, même si c'est jamais écologique de prendre l'avion. Mais tu sais, me faire peut-être 1 semaine en Allemagne, puis 1 semaine plus loin, tu sais, des 3-4 places que je veux vraiment aller, là. J'aimerais ça aller en Suède, j'aimerais ça aller en Corée, j'aimerais ça retourner au Japon, j'aimerais ça aller voir mon ami David en Nouvelle-Zélande, j'aimerais ça aller quelque part de tropical où je suis jamais allée, quelque part de juste relaxer style plage, là, mais qui n'est pas Cuba ou le Mexique. Mais tu sais, tout le monde rêve de tout ça, là. Je dis pas que je suis capable de tout faire ça, mais j'aimerais ça. On est tellement ancré dans la culture de on travaille fort maintenant puis on est récompensé plus tard, puis je pense qu'il faut complètement détruire ça puis trouver d'autres systèmes parce que ça marche pas, ce système-là. Si vous avez l'opportunité de prendre des longs congés, prendre des longues périodes sabbatiques, faites-le de grâce. Surtout si c'est payé, là, une sabbatique, normalement c'est payé, je pense, mais tu sais, même si c'est un congé sans solde, des fois on peut planifier puis en profiter. Moi, je me suis dit qu'il faut que je restructure les prochaines années, là, parce que à l'âge que j'ai, j'en parle souvent ce temps-ci, mais c'est parce que je pense, je suis comme, qu'est-ce que je veux encore accomplir, vivre? Est-ce que je peux? Comment je peux faire pour y arriver? C'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, donc moi, je vais mettre ça de l'avant plus que jamais. Ça va être tout pour la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis là, je vais continuer les vidéos de ménage du printemps. Je suis encore en train de me demander qu'est-ce que je fais en premier. J'ai ma petite liste. J'ai bien hâte, je vais filmer ça demain. Puis c'est ça, sinon on va continuer la semaine ensemble. Je suis fière de moi à date depuis ma résolution de faire 3 vidéos par semaine, ça marche. J'arrive pas à faire le même jour par contre. Comme là, la semaine passée, à cause de mon horaire, je les ai faites de suite, plus vers la fin de la semaine, mais ça va arriver ici et là. Je veux vraiment que vous ayez plus de contenu. Je trouve que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis merci d'être là pour m'encourager. Puis on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!